en cours qui est... Ah, je voulais vous montrer l'autre, mais je l'ai porté dans, je crois, mon ancien podcast ou celui d'avant. C'est le Whitmore. Alors, je sais que tout le monde fait un Whitmore en ce moment, tout le monde en parle. Pour ma défense, il était prévu depuis 1 an. Ok, j'en avais d'ailleurs parlé dans mes projets et je suis hyper contente parce que quand j'avais dit, je crois, un premier podcast de l'année ou je sais plus quoi, j'avais dit moi, vraiment mon but c'est de faire le Midas parce que c'est des très belles laines que j'avais achetées en partie. Où est-ce que je les ai achetées celles-ci? Au Bigou de Laine, je crois. Ouais, au Bigoulen. Et le Mida et le Whitmore, c'est encore avant. Je l'avais acheté à Les Chevaux des Mers chez Maison Corlaine. Et parce que j'ai un premier Whitmore que je porte donc dans un précédent podcast qui est cru avec justement des laines de Nathalie et un mohair, je sais plus si c'est le sien ou pas, un mohair non teint. Et mais la laine de Nathalie, en fait, il y a des petits speckles dus à de la viscose dedans. Donc c'est super sympa. Et donc il est clair. Et je m'étais dit, waouh, je voudrais faire le même, mais en bleu marine. Qu'à cela ne tienne. J'avais ces laines depuis donc presque 1 an. Et moi, j'ai pas beaucoup de quantité pull en écheveau, surtout en laine de teinturière, et j'ai trop peur que, je sais pas, que ça s'abîme ou voilà. Donc, voyant que les Whitmore pleuvaient sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça, je me suis dit, mais ouais, mais Lila, j'ai hésité parce qu'en fait, on est vraiment à la fin, enfin, ça y est, on est au printemps même, donc je sais que je vais sans doute pas pouvoir le mettre. Mais je me suis dit, allez, dernier hiver de... Ah, j'adore tricoter les projets d'hiver, moi c'est quand même mon kiff. Hein. Hiver, automne, tout ça, c'est sympa, je trouve. Je trouve ça un peu plus compliqué parfois, printemps, été, on ne sait pas trop. Soit été, il fait très chaud, trop chaud, donc on ne porte pas des trucs tricotés, même en fibre naturelle, parfois c'est trop. Soit faut trouver la bonne coupe, soit, je sais pas. J'ai pas encore trouvé des trucs vraiment... le même plaisir, j'ai l'impression. Mais là, oh là 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 là. Alors il est tout rabougri sur des câbles, donc parce que voilà, vous n'allez pas voir grand chose. Je peux déjà vous dire que donc c'est la laine de chez Maison Corlaine, c'est la qualité Belle Époque, 80% BFL et 20% soie, colorigante, ouais, c'est pas dégueu. Hein. Et le mohair, c'est 72% kin mohair et 28% soie, toujours dans le même coloris bien sûr. Oh là là, cette beauté, cette beauté, cette beauté. Je l'adore. Alors vous voyez, je trouve que vous voyez bien la brillance qu'il y a, la lumière. On voit que c'est un bleu très foncé, un bleu nuit presque noir, qui est magnifique parce qu'il y a ces reflets de bleu qui passent avec la soie. Et du coup, il n'est pas du tout terne, il est très... Bah ouais, il est lumineux, il est beau, puis alors il est d'une douceur, mais alors... Oh, oh, ce truc. Mmh. Trop chouette. Voilà où j'en suis. Alors évidemment, il va mériter un bon blocage. Parce que voilà, tout ça, ça resserre. Hein. Il faut que tout ça se détende un petit peu, n'est-ce pas? On le voit en relief que c'est pas détendu, donc... Je regarde si j'ai pas vu de bêtises, la fille qui bug. Parce que ça, je le tricote le soir, ce qui est pas très malin. Mais si, je tricote le soir maintenant, parce que c'est du jersey en rond, voilà. Mais la dentelle, non, non, non. Voilà, quand je vous parlais du concept, il faudrait le rencontrer une deuxième fois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'avais tricoté la première fois le Whitmore, c'est pas que c'est difficile en soi, il n'y a pas de technique particulière, mais il faut quand même être concentré. Il y a beaucoup de chartes différentes. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est un patron d'Emile Oden, qui est en français, en anglais, peut-être d'autres langues. Moi, je le tricote en anglais, parce que je préfère tricoter en anglais.
Bah voilà, comme elle est très inclusive en termes de taille, je sais plus combien de taille, mais ça va du double XS au je sais pas combien XL. J'ai pas le patron avec moi. Ah bah si, je l'ai, mais je peux pas trop le montrer. Attendez, ce serait quand même intelligent que j'arrive à vous dire quelque chose de cohérent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 tailles. Il y a 7 tailles. Ce qui est pas mal. Donc il y a beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup de chartes différentes en fonction de la taille que vous faites, que vous tricotez. Je peux vous montrer les échos. J'arrive à la fin. C'est beau. Vous voyez la lumière que ça donne, ça? Waouh! Ce mohair est d'une douceur incroyable. C'est sûr que c'est pas comparable avec de la drops, hein, on est d'accord. Pas même budget non plus, mais de temps en temps, j'avais vraiment envie de... Voilà, donc tout ça pour dire que l'histoire d'une deuxième rencontre avec ce patron, bah là, effectivement, il y a toujours rien de compliqué, mais en plus, on connaît les techniques, on les a déjà faites, même si c'était il y a longtemps, parce que moi, je l'avais tricoté. Quand on est parti à Clermont-Ferrand avec les tricopines, avec Emma, Émilie, Anne, je l'avais. C'était pas cet hiver forcément, c'était peut-être l'hiver dernier, donc ouais, c'était il y a un peu plus d'un an. Et je m'étais dit que j'en ferais absolument. Voilà. Alors la petite modif que j'ai faite, c'est que j'ai fait des combination knitting pour les côtes, pour qu'elles soient plus régulières et moins écartées. Voilà. C'est tout. C'est absolument tout. Je regarde. Et donc, j'en suis là. Je ne l'ai pas tricoté hier. Et hier, j'ai rejoint le CAL. Il y a un CAL à ce propos qui est organisé entre autres par A Knitting Journey, Elodie, et le Této. Je ne sais plus son prénom. Solène peut-être. Je sais pas. J'ai pas envie de dire des bêtises. Et je leur ai demandé si je pouvais rejoindre le CAL, donc j'en fais partie, et ça c'est cool parce qu'au moins on est plusieurs à se montrer les progressions. Je sais qu'il y a Corinne la provinciale qui en fait partie aussi. Je crois qu'on est assez nombreuses, hein. On est de plus en plus nombreuses d'ailleurs à mon avis, et c'est cool quoi de voir un peu ce qui se dit. Donc il y a le débat en ce moment sur ces fameuses diminutions centrales. Bon, là, il est pas bloqué, donc c'est vrai que ça donne pas mal de relief. Où la question, c'était en discussion. Mais Emma en avait parlé d'ailleurs dans son podcast, en disant c'est un slip knit, donc glisse tricote, et on glisse les deux mailles par-dessus, on fait passer les deux mailles qu'on a glissées par-dessus la maille, ça fait une diminution centrale. Et donc la question c'était comment on les glisse, comme si on les tricotait à l'endroit ou comme si on les tricotait à l'envers. Et donc Emma disait qu'il fallait, elle avait fait comme s'il fallait les tricoter à l'endroit, or c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut les glisser à l'envers, parce que si c'est pas précisé autrement sur le patron, ça veut dire que d'effectuer, c'est comme si on les tricotait à l'envers qu'il faut les glisser. Moi c'est ce que j'ai fait. Je sais que sur le CAL, il y en a qui ont fait l'inverse parce qu'elles préfèrent le rendu inverse. À vrai dire, j'ai pas essayé l'inverse. Et comme j'ai rejoint le CAL, j'avais déjà bien fini ma dentelle, je n'ai pas eu le plaisir. Moi, j'aime personnellement le rendu que ça fait. Là, encore une fois, il n'est pas bloqué et c'est un pull qui mérite d'être bloqué, hein. Donc voilà. Je pense que quand j'aurai assez de longueur à un moment donné, quoique, est-ce que ce serait pas le moment de faire mes manches? Puisque je vais bientôt changer. Ah ben voilà. Ben oui, quelle nouille. C'est le moment. J'ai fini. Ouais, c'est peut-être le moment. Alors en plus, là où je me pose la question, c'est que moi, je veux faire les manches. Aïe, aïe, je me suis cognée. Je veux faire les manches bishop. Il y a il y a des manches droites, des manches plus serrées, ou je sais plus combien de. Et la dernière fois, j'avais fait des manches toutes droites, il me semble, avec un long bord côte. Là, je voudrais vraiment faire l'effet bishop, à savoir bouffante, très large et resserrée au poignet. C'est vraiment ça que je voudrais sur celui-ci, mais je ne sais pas si j'aurai assez de laine.
Donc, ceci étant, je n'ai pas alterné les écheveaux et je ne compte pas les alterner parce que c'est tellement foncé comme couleur que je... Alors, est-ce que... Si je dois recommander, ben je recommanderais, tant pis. Parce que je crois que j'ai 3 écheveaux de chaque. On verra. Mais j'ai vraiment envie de cette qualité. La dernière fois, je ne l'avais pas fait parce que j'étais sûre que j'allais manquer. J'avais pas assez de laine. Donc il se peut là aussi que je manque de laine. On verra. On verra, on verra. Écoutez. Voilà. Donc ce cal est très sympa. Si vous avez envie, il faut demander à Elodie et à Knitting Journey ou au Teto de vous inclure dedans. Tout le monde se montre ses petits projets, puis c'est cool d'être plusieurs à castonner, à tricoter la même chose, quoi. C'est rigolo. Moi j'aime bien en fait maintenant les cales. J'en ai pas fait beaucoup, mais je trouve ça assez sympa. Je suis pas forcément toujours très active, mais c'est chouette de voir un peu comment les unes les autres font, les techniques, où elles en sont, les difficultés qu'elles rencontrent et tout. Voilà. Voilà pour tous mes projets en cours. Maintenant, je voulais parler, parce que j'ai parlé des projets après, une fois que j'aurai fini celui-là, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais alors, ça va dépendre du temps qu'il fait. Soit il fait encore un peu frais et je peux tricoter encore un pull. Parce que j'ai celui de Isabelle Kramer, le patron que m'avait offert Marianne et que j'aimerais bien faire. Mais bon, je suis pas sûre que Marianne ait en plus de la dispo pour ça en ce moment, j'en sais rien. Soit j'ai déjà vu, ni une ni deux, le projet de printemps-été, dont je vais vous parler tout de suite. Mais ça, c'est de la faute. Ou c'est grâce plutôt à Miss Manu Naturel qui avait montré dans un précédent podcast des patrons des idées de top pour le printemps-été. Et elle a montré, je vous mettrai une photo, le Petal Wrap Tee de Valentina's Knits. Et j'ai flashé sur ce patron parce que moi j'adore l'art déco voilà, en architecture, c'est une période, même en meubles, je trouve ça beau, en objets. L'art nouveau et l'art déco, c'est 2 périodes que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, ce motif qu'il a, d'une espèce de fleur comme ça, de corolle, machin, c'est exactement ça. C'est tout à fait entre l'art nouveau et l'art déco, on est pile poil dedans. Donc j'ai trouvé ça super beau. Alors il y a juste là, je crois que c'est un yoke, ensuite c'est manche courte et puis le reste, le corps est droit. Donc ni une ni deux, je suis allée sur son profil Instagram ou Ravelry et elle avait fait une promotion sur ses patrons et je crois qu'il y avait moins 15%, je ne sais plus combien. Donc je l'ai acheté tout de suite. Je me suis dit, Lila, profite-en, achète-le. Je l'ai acheté et j'ai couru dans mon magasin de laine, Diffuse Laine, à côté de chez moi et j'ai cherché un... Il n'y avait pas... Elle le fait avec un truc de chez Katia, je crois. Il n'y avait pas un mélange de coton et de mérino, il n'y avait pas ça, pas cette qualité-là, en tout cas dans mon magasin. Mais j'ai regardé, a priori l'échantillon devrait correspondre, et j'ai pris toujours aussi de chez Katia, concept le coton cachemire, en kaki comme ça. Que je trouve très joli. Parce qu'en fait, je voulais, comme le patron, le design est assez travaillé au niveau du yoke là, avec cette espèce de motif de fleurs assez délicat, assez bon, voilà, qui est très féminin pour le coup. Je voulais pas accentuer ça avec une couleur un peu trop vive ou trop girly ou machin, et j'avais envie de lui donner un peu de... garder l'élégance du motif avec une couleur que je trouve sobre. Le kaki, on est dedans pour moi. Ça fait vraiment des parties des couleurs que j'aime beaucoup. Et je le trouvais bien réussi celui-ci. Voilà. Et coton cachemire, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Clairement, c'est pas dégueulasse. C'est doux, je sais pas. Je sais pas si ça va se dédoubler. On va voir. Je suis pas certaine. Autant le coton tencel parfois a tendance à, de chez Katia. On va voir. Mais en tout cas, ça a l'air bien sympa. Donc ça, la compo, il n'y a pas beaucoup de cachemire. Il y a 10% de cachemire et 90% de coton. Mais c'est doux.
Je sais pas comment ça va se comporter tout ça, mais ça me plaît bien. Donc je vous ai juste monté une petite pelote pour vous montrer. Voilà, ça c'est le... Si j'ai pas un autre projet d'hiver, mais je pense que le Whitmore, il va quand même me tenir encore un moment, vu que les manches sont balèzes, elles sont longues à faire et que j'ai pas fini le corps. Voilà, et puis j'ai encore le test à terminer. Il devrait bientôt être au bout le test, mais j'ai quand même 2 projets là à terminer rapidos, les chaussettes. Donc à mon avis, le prochain, ce sera ça. Je vais un peu me calmer sur les projets d'hiver, parce que de toute façon, je pourrais pas les porter, donc c'est un peu idiot. Si l'autre chose que j'aimerais faire, c'est un gilet, mais j'aurai pas le temps, à mon avis, il va vite. Le temps que je finisse tout ce que j'ai à faire, il va déjà faire trop chaud pour le porter. J'aurais bien voulu tricoter un gilet qui fasse un peu, vous savez, gilet veste demi-saison qu'on peut me porter sur un petit haut justement comme ça pour sortir quand il fait encore un peu frais le matin, frais en fin de journée ou qu'il y a du vent. Parce que moi j'habite quand même en bord de mer, donc le vent, on en a. Voilà, donc ça c'est... Mais je cherche encore la fibre adéquate, le patron. Alors j'aime beaucoup le patron d'Atelier Émilie qu'elle vient de sortir, le Candy, qui est tricoté au point mousse, mais impossible de trouver une fibre qui corresponde. C'est-à-dire que il y a une telle aisance positive que tout de suite, si je veux avoir une fibre un peu sympa, c'est beaucoup de métrage. Donc beaucoup de aussi. Donc je sais pas très bien ce que je vais faire. Si vous avez des idées, allez-y. Si vous avez des idées de vestes un peu comme ça qu'on peut mettre en mi-saison en guise de manteau quoi pour sortir. Enfin pas de manteau, de veste. Voilà Lila, tais-toi. Alors maintenant je vais vous parler de choses diverses qui m'ont plu, que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, vous savez ou pas, mais je cherchais à tout prix un support pour tricoter, pour mettre mes grilles de jacquard. Parce qu'on en vend dans des magasins, etc. Mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et voilà, vous avez été plusieurs à me donner des conseils. Vous avez été certaines aussi à me dire, dont Sophie de Fil de la Ruche, qu'elle avait trouvé elle un support chez Action avec une règle, des aimants, etc. Moi, je l'ai pas trouvé chez moi, dans mes actions à côté, il n'y est pas. Et l'une d'entre vous m'a donné une astuce, ma foi, que j'ai adoptée, et merci à toi. Alors, je ne sais plus ton prénom, ton pseudo. C'est d'acheter un truc comme ça de bureau. Voilà. Tout bête, hein. C'est un dossier qui s'ouvre en théorie, on met ses feuilles et on coince. Donc je crois que c'est chez Bureau Vallée que je l'ai trouvé. Franchement pas cher. Et de mettre un élastique. Donc un élastique tenu par une épingle à nourrice. Donc j'avais ça, un élastique de couture de tout con, hein, tout bête, que j'ai foutu avec une épingle à nourrice. Alors évidemment, je vous ai pas mis une grille de jacquard parce que les grilles de jacquard, c'est des projets payants en général. Donc j'ai mis une feuille blanche et il suffit de monter l'élastique qui va souligner la ligne de jacquard que nous sommes en train de faire. Voilà. Et puis ça risque pas de tomber, de se balader. De toute façon, moi ce que je fais, c'est qu'en règle générale, je mets un point ou un numéro à côté de chaque ligne, comme ça je sais, par exemple, si c'est un motif qu'il faut que je tricote plusieurs fois de suite, on va dire 4 fois, ben, à côté de la grille, quand j'ai relevé, enfin j'ai souligné, je mets 1 si c'est la première fois, puis 2, puis 3, puis 4. Comme ça, si jamais mon élastique bouge en cours de route, ou enfin il faut y aller pour le bouger, mais si jamais quelqu'un passe par là ou que ça tombe, que sais-je, j'ai quand même noté. Voilà. Mais au moins, c'est clair, je n'ai pas trouvé, c'était Lysandre qui m'avait parlé d'un stabilo façon à... vous savez, les frictions stabilo, ce qui fait qu'elle stabilo bosse, mais comme c'est un friction, un coup de chaud de séchoir à cheveux par exemple, et ça disparaît, elle peut recommencer. Pas trouvé non plus dans mes magasins. Alors peut-être qu'il faudrait, d'ailleurs j'aurais dû aller chez Bureau Vallée parce que peut-être que eux ils y en avaient dans leur truc, hein, ils sont spécialisés là-dedans, donc, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà, en tout cas l'astuce de ce truc là est plutôt pas mal. La seule chose qui me manque, donc il faut encore que je trouve une astuce, c'est pour le poser. Là il est à plat, forcément il est à plat. J'aimerais trouver
Vous savez, comme les cadres avec des espèces de trucs qu'on pose comme ça sur la table et ça vous fait un support. Il faudrait que je trouve un moyen de le caler pour que j'ai ma grille devant moi, quoi, perpendiculaire. Comme ça, je vois où j'en suis. J'ai pas besoin de me pencher et je peux tricoter en regardant mon truc comme ça. Mais voilà, si jamais vous cherchez un support à grille de jacquard, que vous avez besoin de stabilo, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on doit faire plusieurs fois le projet et qu'on n'a pas un truc friction, machin chose, et ben ça, c'est fastoche, ça coûte que dalle. Vous avez peut-être déjà ça chez vous, hein, j'en sais rien, moi j'avais pas, mais voilà. C'est muy bien. Muy bien, muy bien. Donc encore merci pour cette astuce. Une autre astuce que je voulais vous partager, c'est qu'on parle souvent du fait qu'effectivement, il ne faut pas souvent laver la laine, les pulls, qu'on les aère, etc. On les secoue pour enlever la poussière. Et ça suffit, on peut les laver une ou deux fois, basta, par saison, enfin bref. J'ai quand même une astuce qui vient du théâtre, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'étais comédienne avant, et c'est une astuce que les costumières de théâtre faisaient, pratiquaient. Et c'est quand un vêtement sent, parce que je dis n'importe quoi, vous êtes allé dans une maison où il y avait des fumeurs et vous ne fumez pas. Parfois l'aérer ne suffit pas, ou alors il faut beaucoup de jours. Ou ça sent la cuisine, notamment l'oignon, ça imprègne à mort. Votre pull il sent la bouffe, vous n'avez pas envie de ça. Pareil, l'aérer, ou s'il pleut et que vous pouvez pas le mettre dehors, mais que l'aérer du coup ça prend du temps. Une astuce de costumière de théâtre, c'est que vous mettez de la vodka dans un vaporisateur et vous vaporisez votre pull. Et ça désodorise, c'est magique et ça n'abîme pas, évidemment. Donc ça marche du feu de Dieu. Et c'est un truc qu'on faisait notamment, moi j'ai joué dans notamment un spectacle dans le Bourgeois gentilhomme de Molière, donc j'avais une robe d'époque, hein, une robe avec un corset, voilà, donc vous pensez bien que ça ne se lave pas, ça ne passe pas en machine, et puis quand vous partez en tournée, vous jouez 2 fois dans la journée, et que voilà, votre costume à la fin il pue, quoi, enfin c'est normal, vous jouez... Nous, on jouait en plein été dans des festivals, c'est logique. Donc, ils peuvent pas, les costumiers, ils peuvent pas mettre en machine leurs vêtements. Si c'est du satin, du machin, ça passe pas en machine. Il y a un traitement particulier. Et quand vous jouez tous les soirs et que votre costume, au bout d'un moment, il sent parce que vous avez transpiré, c'est quand même du sport d'être sur scène et tout, voilà. Et ben, c'est une astuce qui marche très bien, qui n'abîme pas et qui permet de renfiler son costume sans avoir besoin de se pincer le nez à chaque fois. Donc voilà. Petit conseil, vous prenez de la vodka pas chère, hein. Vous ne faites pas schmout à acheter une vodka qui coûte la peau des fesses, parce qu'on est bien d'accord que pour l'usage que vous allez en faire, et puis mettez une étiquette sur votre vapeau, histoire que vous plantiez pas, que vous n'arrosiez pas les plantes avec. Je suis pas sûre qu'elles soient fans de la vodka, les plantes. Voilà, ça c'était mon astuce. J'ai eu le tilt l'autre fois, je me suis dit, mais tiens Lila, c'est un truc que tu fais, tu penses pas à le dire. Et je pense que ça peut être utile ça marche pour plein de... Enfin, ça marche sur un canapé, par exemple des textiles, si vous avez des animaux et que vous pouvez pas laver votre canapé, évidemment, mais que votre chien, votre chat se couche dessus et que ça sent un peu l'animal, vous n'avez pas envie, à part le secouer et l'aspirer, vous vaporisez de la vodka. Ça marche. Sur les rideaux, ça marche. Sur voilà, des trucs qu'on peut pas laver tout le temps, quoi. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un restaurant. Ben ouais. Parce que ça me tient à cœur, parce que c'est un restaurant qui est à côté de chez moi, qui se trouve à Préfaille, en Loire-Atlantique, qui est une petite ville, on va même dire un village, en bord de mer. Et je sais qu'il y a pas mal de gens, il y a certaines qui habitent dans le coin qui me suivent, et puis il y en a d'autres qui vont venir dans la région. Ça peut être pour des festivals de laine. Alors il n'y aura pas les Chevaux des Mers, mais ça peut être pour Bière et Laine à la rentrée qui sera à Nantes. Ça peut être en vacances, qu'importe. Et je me dis que c'est toujours bien de parler de gens qui font super bien leur métier. Ce restaurant s'appelle le Saint-Paul. Alors, je ne suis pas sponsorisée pour vous parler de ce restaurant, ni de quoi que ce soit d'ailleurs, ni par la vodka, ni par quoi que ce soit, ni par Bureau Vallée, rien, je ne touche rien. C'est juste que j'aime beaucoup les gens qui font cette cuisine, qui travaillent dans ce restaurant et ce qu'ils véhiculent comme vibes, et je trouve ça bien d'en parler quand les gens font bien leur boulot, parce que voilà quoi, c'est toujours chouette. C'est vraiment Donc ce restaurant s'appelle le Saint-Paul,
Il est tenu par Maxime, qui est le chef de ce restaurant, et Johanna, son épouse. J'ai noté quand même, pour pas vous dire de bêtises, Maxime a travaillé au Georges V aux côtés du chef Éric Guérin. Et Johanna a travaillé également au Georges V. Elle était la disciple d'Auguste Escoffier. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est important. Parce que ce restaurant, moi, on l'a connu avant qu'il fasse des travaux de déco. Donc, il ressemblait à la brasserie de bord de mer. Franchement. Et c'est par des commerçants à côté qui réparent nos vélos et tout ça. On avait demandé, tiens, on vient d'arriver dans la région, est-ce que vous connaîtriez un resto sympa? Ils nous ont conseillé le Saint-Paul en disant la cuisine est dingue. Mais vu le décor, on ne s'attendait pas à ça. Et le décor était, somme toute, mais vraiment comme une brasserie du coin, quoi. Une brasserie qui pète pas plus haut que son U. Voilà. Et des gens adorables. Et on y a super bien mangé. Donc on a été vraiment étonnés entre le décalage entre la cuisine et la déco. Et ils ont prévu, au bout d'un moment, de refaire la déco. C'était cet hiver. Et on a eu la joie de pouvoir inaugurer l'ouverture de ce restaurant. Parce que mes enfants étaient là, donc on s'est dit c'est l'occasion pour fêter les anniversaires qui étaient là, les retrouvailles, Noël, machin bidule, enfin je sais plus quand est-ce qu'on y était. Et on a été bluffés parce que la déco est super chouette, est magnifique, mais là, c'est surtout la cuisine. La cuisine est dingue. Alors, il faut être ouvert d'esprit dans le sens où Maxime ne cuisine qu'avec des produits locaux, frais, de saison. La carte change tous les mois. Alors, il y a des basiques qui restent, enfin, il y a des choses, des intemporels qui vont rester, mais je crois que tous les mois, il y a des renouvellements. C'est sophistiqué, c'est un restaurant gastronomique sans avoir le prix du restaurant gastronomique. C'est-à-dire qu'évidemment, on est d'accord, c'est pas une chaîne. Hein. Vous n'allez pas manger dans une chaîne. C'est pas le même prix. C'est un restaurant, vous allez pour vous faire plaisir. Mais c'est d'une telle expérience, une telle qualité. D'abord, les gens en parlent super bien, que ce soit Johanna ou les autres personnes qui travaillent là, je n'ai pas leur prénom, qui servent à leur côté, elles en parlent toutes très bien. Elles vous expliquent toutes très bien ce qu'il y a dans votre assiette, ce que vous allez déguster, d'où ça provient. Si elles ne savent pas, elles se renseignent. Il y a des herbes sauvages du coin, etc. Déjà, l'histoire qui est autour est magnifique. Enfin, vous y allez aussi pour une expérience. Moi, quand je vais au restaurant, j'y vais pas beaucoup. J'y vais très peu même. Mais quand j'y vais pour une expérience. J'y vais pas simplement pour manger. J'y vais pour l'expérience, le moment partagé avec ceux que j'aime, etc. Donc, ils en parlent tous très bien. Ils sont d'une simplicité, parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà mangé dans un restaurant étoilé ou un peu dit gastronomique, machin. Parfois, on a l'impression que les gens vont chuchoter, quoi. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Alors, c'était bon, hein, mais les gens parlent comme ça. On se dit, oh là là, il faut pas dire prout, il faut pas rigoler, sinon, oulala, parce que ce qu'on a dans l'assiette, c'est un peu recherché, alors, ouais, mais non, les gars, c'est du plaisir quand même. Manger, déguster un bon repas, c'est du plaisir, c'est pas une punition, quoi. Et là, alors c'est tout l'inverse, c'est super convivial. D'abord, c'est un public vraiment d'habitués, c'est des gens qui vivent là toute l'année, qui sont du coin. Ça peut être les commerçants qui travaillent, qui sont venus soutenir leurs copains et qui viennent manger là régulièrement parce que c'est super bon. Ça va être des familles, et du coup ils vous reconnaissent aussi. C'est magnifiquement présenté aussi. C'est surprenant, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être ouvert d'esprit, parce que c'est surprenant, voilà. Il y a des mélanges, mais que vous n'auriez pas imaginé, mais sans que ce soit chichiteux ou prétentieux, ça ne l'est pas. C'est juste beau, délicieux, humble. C'est de l'artisanat et de l'art en même temps. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et je vous jure, je ne suis pas sponsorisée et je paye mon dîner. Mais je trouve que c'est une expérience incroyable. Donc si vous avez l'occasion vraiment d'aller du côté de Pornic, même Nantes, faites la route, Préfaille, le restaurant Le Saint-Paul. Alors je vous conseille de réserver parce qu'à mon avis, il commence à être bien connu
Donc voilà, enfin oui, je pense qu'il vaut mieux réserver. Mais en plus, ils sont, je vous dis, d'une gentillesse incroyable, souriants, de bonne humeur. Moi, Johanna, qui est la patronne, pendant longtemps, on l'a connue parce qu'on venait prendre notre café en allant au marché le matin, quand on allait à Préfaille l'été. Elle servait les cafés, j'ai jamais su que c'était elle, la patronne. Enfin, c'est pas pour dire que les patrons, on a une image, mais je veux dire, elle est hyper douce, hyper gentille, hyper aimable. C'est pas des gens qui se la ramènent, ils sont pas prétentieux. Ils travaillent aussi avec un pâtissier qui est dans le restaurant, qui fait du pain, mais exquis. Les pâtisseries, les desserts sont ultra bons. Ce qui est rare dans un restaurant d'avoir un pâtissier qui s'occupe de ça. Hein. C'est super rare. D'habitude, soit c'est un peu de l'assemblage, ou au mieux, c'est le chef qui va aussi cuisiner les pâtisseries, mais c'est rare d'avoir un chef pâtissier en plus. Ben là, c'est le cas. Tout ça dans une ambiance hyper chaleureuse, hyper conviviale, où vous vous sentez bien, où ils sont hyper... Vous avez un menu végétarien. Menu végétarien, mais c'est pas juste une salade verte. Je l'ai jamais pris, mais je sais avec qui il travaille en termes de légumes, parce que c'est un producteur, un maraîcher qui fait que du local, donc ultra frais, de saison, bio ou raisonné. Donc je sais que ça va forcément être recherché de la même façon. C'est hyper joli. Enfin bah, je pourrais en parler pendant 4 heures, mais je trouve ça important de soutenir ces gens-là, parce que voilà, ça fait partie des bonnes adresses. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, régalez-vous si vous y allez et tenez-moi au courant si vous faites un saut là-bas. Et j'aimerais bien avoir votre opinion parce que franchement, moi, quand j'y vais avec mes enfants, en leur disant voilà, faut être ouvert d'esprit, les gars. Hein. C'est pas l'entrecôte de 400 grammes avec des fritasses. Je dis pas que c'est mauvais ça. Hein. Je dis que c'est autre chose. Faut s'attendre à autre chose. Et là, on se laisse porter. Bam. Et alors moi qui pars pas en vacances depuis 6 ans, je voyage. Voilà, je voyage. Bon, sur ce, là ça fait très très long, donc je pense que je vais devoir couper en deux. On verra bien. Je voulais très très vite vous dire des choses que je ne vous dis jamais. Les podcasts que je regarde très souvent, il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières, A Knitting Journey, donc Elodie, il y a Miss Manu Naturel, Chez Mimi, Petit Bout de Bricole, La Provinciale, L'Eau Demoiselle bien sûr, Tricolibri évidemment, My que j'ai découvert, Au fil de la ruche Sophie aussi, la Miss Knitter Karine, il y a l'atelier EV3, il y a Marie-Élix Tricotte qui attend un bébé que j'aime beaucoup aussi, et Monsieur Knitting qui vient de sortir un podcast là, je crois qu'il vient de sortir son 2e épisode, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Voilà, c'est des gens, il y en a d'autres, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais je me suis dit j'allais faire une petite liste comme ça parce que je parle jamais. Alors, je me doute bien que vous connaissez les 3/4, mais au cas où, je vous mettrai la liste de tous les gens en barre d'infos. De toute façon, je mets toutes les infos en bas, en barre d'infos, comme son nom l'indique. Sur ce, je vous souhaite une super journée. Je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à poster ça là. J'espère revenir dans pas trop longtemps. En tout cas, je vous présenterai sans doute le pull quand il sera sorti, quand le test sera fini. Pour info, je serai sans doute au festival des... Pas sans doute, c'est sûr, au Bigoudlen à Sarzeau, qui aura lieu à Sarzeau cette année. Je crois que c'est en juin, si je ne me trompe pas, mais on a le temps d'en reparler quand même d'ici là. Et j'ai hâte, et je serai à Nantes en septembre, voilà, au Bière Hélène. Gros bisous à tout le monde, portez-vous bien malgré cette actualité qui est essayez de profiter de vos tricots, des gens que vous aimez, tout ça. Prenez soin de vous, bisous bisous.